Bonjour à tous, on est de retour pour un nouvel épisode du Monde à Bani. C'est Nikita aux commandes avec bien sûr mes acolytes de toujours, Ness et Jean. Bonjour Ness, bonjour Yo, Jean. yo, comment ça va? Bonjour. Ça va, vous êtes plus à l'aise là, vous êtes plus à l'aise. Ouais, on est. C'est le On sujet, est le on est sujet est rodé, plus cool. quoi. Le sujet est plus cool. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de l'autotune, mais c'est quoi le sujet de Yes. prédilection? Alors le sujet d'aujourd'hui c'est l'autotune ou le vocodeur. Mais ce genre de nouvelles technologies-là ont-elles sauvé le rap? Oula, là c'est la prophétie. L'autotune, est-ce que c'est une prophétie? Je vous laisse répondre pour une question manichéenne dans le Monde à Mani. Ok, je vais me lancer en premier. Moi, je dirais que non, le vocodeur ou l'autotune n'ont pas sauvé le rap. Mon premier argumentaire, ça va être que je pense qu'effectivement, ça a changé le rap d'une certaine manière, mais je pense que le rap s'en serait sorti sans ça. Donc, je trouve que c'est sur le terme sauver que je joue là. Tu dis toujours non, toi, tu es anti-système. C'est pas vrai? C'est pas vrai, l'autre j'ai dit oui. Et toi, Ness? Alors moi je vais dire oui. Je pense que le vocodeur a sauvé le rap et je pense que l'argument le plus simple c'est que moi c'est ce qui a sauvé le rap pour moi, le vocodeur et l'autotune. Je crois que vraiment l'introduction 2009-2010 a fait que 2015-2016 j'étais de retour dans le rap game à 100%. Alors dites-moi tout, développez-moi un peu les réponses que vous avez établies. Moi je pense que ce que ça a fait, enfin l'effet important que ça a eu, c'est que ça a démocratisé le rap d'une certaine manière et que, même si il était déjà relativement populaire, etc., enfin même très populaire, mais c'est peut-être ça qui a été l'un des effets qui a fait qu'aujourd'hui le rap est la musique la plus écoutée dans le monde et en France. Et je veux dire dans la francophonie. Et en Belgique. Et en Belgique, voilà. Et voilà, c'est sans doute l'un des trucs qui a fait que le rap est ce qu'il est aujourd'hui, et qui est écouté par une population qui est très très large, alors qu'avant c'était un truc qui était peut-être un peu plus de niche, bon peut-être une grosse niche, mais un petit peu plus de niche. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des rappeurs qui utilisent ces technologies, il y en a qui ne l'utilisent pas, et donc on touche plein de gens. Donc rappelons-le justement, l'autotune, le vocodeur, il y a quelques petites différences entre les deux, mais c'est une manière, au début, T-Pain est venu pour corriger un petit peu les notes de la voix, pour pouvoir bien chanter, pour des personnes qui ne savent pas chanter, le fassent. Et après, par la suite, c'est devenu un petit peu une mode. Certains s'en servent justement pour donner un grain particulier justement à leur voix dans leurs morceaux. Je t'écoute, Ness. C'est ça, donc je pense qu'on peut se mettre d'accord déjà sur le fait que à partir de maintenant, on va utiliser autotune, vocodeur de façon interchangeable, juste pour dire vraiment ce mouvement vers le chant et vers la modification de la voix. Après, techniquement, il y en a qui font de l'autotune sans vocodeur, il y en a qui font du vocodeur sans autotune. On s'en fout un peu de ça, on parle plus généralement. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai un peu le même argument, mais pour moi, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour moi, le rap, comme tout mouvement artistique et musical, etc., à un moment donné, ça a besoin de renouveau, ça a besoin de se réinventer. Et l'autotune et le vocodeur, ça a été ce déclencheur-là, ce cataclysme-là, qui a permis la réinvention du rap pour son ouverture. Par rapport aux gens, ça c'est bien, mais aussi par rapport c'est pas que la demande, c'est l'offre aussi. C'est par rapport aux rappeurs et ce qu'ils pouvaient explorer comme émotion, ce qu'ils pouvaient explorer comme expérience, qui est... si on compare au rock, par exemple, il y avait un article qui avait bien défini ça. Il avait dit le problème du rock et potentiellement de la limite dans sa longévité, c'était que le rock, il y a une règle, c'est deux guitares, une basse et une batterie, et c'est tout, tu vois. Il y a quelque chose de très limitant dans le rock. Et un mec qui veut se suicider. Parfois oui. Et un autre qui veut faire du skate à côté. Il y a un truc très limitant structurellement, et ce qui a été fou dans cette histoire de rap, c'est qu'on a rentré une nouvelle technologie qui a fait que ensuite le rap pouvait se chanter au-delà des règles de base. Et donc cette capacité de réinvention-là, je crois qu'elle a vraiment, tu vois, à la fin d'un jeu où tu n'as presque plus de vie et tu trouves le petit icône qui te fait que tu as de la vie depuis le début, je crois que le vocodeur et l'autotune ont vraiment fait ça. Ouais, c'est possible. Je veux dire, de toute façon, personne ne pourra savoir si c'est ça qui a sauvé le rap. Si maintenant on arrivait à refaire l'histoire sans ça, j'en sais rien. Mais je crois qu'effectivement, le rap est une musique qui a énormément évolué. Et aujourd'hui, on voit des rappeurs chanter ce qui n'était pas le cas avant, avec ou sans autotune. Et il y en a qui rappent avec de l'autotune, il y en a qui chantent, et il y en a aussi qui chantent, par exemple, je pense à L'Homme Pâle qui fait un succès énorme aujourd'hui. On peut
on peut se poser la question de est-ce que ce qu'il fait c'est encore du rap, mais en tout cas il est clairement considéré dans l'opinion publique comme un rappeur, et aujourd'hui il chante sans vocodeur, la plupart du temps je pense, mais il chante, et donc c'est effectivement une musique qui a beaucoup évolué, qui s'est démocratisée à ce niveau-là, et je pense effectivement, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'une musique, pour perdurer finalement, elle doit se réinventer. Et je pense que ça se trouve, le rock va se réinventer d'une certaine manière et va revenir sur le devant de la scène. Peut-être moins facilement, vu qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a des règles, mais aujourd'hui, on peut vraiment voir l'autotune comme une sorte d'instrument de musique supplémentaire qu'on a mis dans le rap game. Et il faut savoir aussi peut-être que le rap, on doit la naissance au rap grâce au funk notamment. Et le funk, c'était de l'autotune quand même. Enfin, tu vois, il y avait des mélanges de voix, des mélanges de transformations et tout ça. Et après, je sais pas, moi, comme tu dis, je pense que c'est intéressant de voir que le mouvement rap est un mouvement, donc par essence. Parce que moi, quand j'écoute les premières tentatives de rap, j'ai le nez qui saigne et j'ai envie de prendre un Tranxène. Ouais, mais réécoute les premiers rappeurs, c'est la même chose. Et pas de manque de respect aux anciens, etc. sûr. Mais quand tu écoutes les premiers raps et que tu les compares, le talent des premiers rappeurs était ouf pour l'époque, mais je pense beaucoup d'eux se font manger par tous les nouveaux rappeurs qui arrivent maintenant, d'un point de vue technique. Et c'est un peu comme quand on parle de footballeurs, etc. Je crois que les nouvelles générations, elles ont assimilé ça, elles ont un panel de capacités incroyablement plus développé, et donc ils peuvent explorer des nouvelles choses. Peut-être pour juste reprendre un peu et mettre des mots, des exemples plus concrets, dans qu'est-ce qu'on entend dans cette histoire d'introduction du vocodeur dans l'histoire. Donc il y a eu T-Pain, d'accord. T-Pain, il était plus lié au R&B. Les vraies transformations, je crois que c'est vraiment Lil Wayne et Kanye West aux États-Unis, et puis Booba en France. Donc c'est vraiment 2009, 808s and Heartbreaks aux States, et puis ici 09. Et je pense que tu peux vraiment facilement voir à quel point Kanye West, 808s and Heartbreaks a complètement changé le game. Et d'un point de vue sauvetage, moi, la façon dont vraiment je retiens les époques, disons 2005-2010, c'est un rap très pauvre. Si on parle de richesse et de diversité, on parle vraiment d'un rap très très pauvre. Et je ne parle pas de pauvreté dans chaque son, c'est dans la diversité de ce qui était offert, dans l'offre qui était offerte. Et avec cette explosion-là, déjà on a l'introduction de la mélodie. Elle commence à rentrer. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de mélodie avant. 50 Cent, c'est un des premiers. Et quand on écoute tous les rappeurs de maintenant, qui chantonnent un peu de Damso à Hamza, leur référence de base c'est 50 Cent. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais l'explosion de la mélodie dans le rap, qui est pour moi la renaissance du rap, c'est vraiment ce truc-là. Mais ça vient, je pense, avec cette technologie-là qui permet aux gens de compenser leurs lacunes, d'une part, mais aussi d'explorer des nouvelles choses. Parce que c'est vraiment ça, le vocodeur, c'est... ok, ceux qui ne savent pas chanter, maintenant vous pouvez chanter. Donc peut-être que l'homme pâle sait chanter et pas chanter, on s'en fout. Maintenant, il y a une technologie pour compenser ça. Mais il y a aussi ce truc incroyable qui est... Waouh, on va faire des nouvelles émotions, quoi. Et donc je reviens sur le Kanye West. Cet album-là, tu sens qu'il a influencé... jusqu'à l'os des Drake, des The Weeknd, Lil Uzi Vert. Il y avait une interview de Lil Uzi Vert qui disait j'avais envie de vivre un chagrin d'amour à cause de cet album, quoi. J'avais envie de voir ce que c'était. Et ça, c'est vraiment parce que la texture a changé, le propos a changé, la texture a changé aussi. Et je crois que ça, c'est jusqu'à maintenant. Et moi, j'adore le fait que maintenant, un rappeur puisse aller explorer ses côtés sentimentaux, ce qui n'était pas possible avant peut-être. Mais j'adore aussi l'autre effet qui a été que des gens ont été contre ça. Et des gens se sont dit non, c'est de la merde, il faut pas chanter, le rap c'est pas ça. Et qu'on a eu des gars qui sont venus en mode. Et c'est pas pour rien qu'un 995 apparaît à ce moment-là aussi en disant exactement. Nous on est old school, on sait kicker, etc. En fait, il y a eu un déclencheur dans les deux sens qui pour moi a un peu été cure de rappel pour les classicistes, et puis après une possibilité d'exploration pour les néophytes. Ouais, je pense qu'effectivement c'est intéressant de se dire que par exemple en 995 qui a aussi clairement fait partie du renouveau du rap français apparaissent au moment, quelques années après, je pense, que Booba sorte 09, où il introduit finalement le vocodeur ou l'autotune dans le rap français. Et je pense que ce renouveau, tu parlais tout à l'heure du rock où il y avait des gens qui faisaient du skate ou quoi. Aujourd'hui, on voit que même à ce niveau-là, en fait, à tous les niveaux, il y a un renouveau. Je veux dire, au niveau des styles vestimentaires ou au niveau, je sais pas, des coupes de cheveux ou quoi, on voit, et je veux dire, c'est pas uniquement dans le rap, mais on voit des trucs qui sont encore beaucoup plus, enfin, un panel qui est bien différent par rapport à ce qu'il y avait avant, où en fait, avant, on avait
comme tu le dis, quelque chose qui était vraiment de niche, où tout se ressemblait un petit peu Très codé comme ça. très codé, et où finalement les gens arrivaient à se distinguer plutôt au niveau du contenu des textes qu'au niveau de toutes les techniques qui étaient utilisées. Et je pense que pour revenir peut-être au rap US, je suis tout à fait d'accord avec les exemples que tu donnes. En autre qui donne vraiment quelque chose de très nouveau, qui a donné en 2012, je crois, quelque chose de très nouveau, c'est Future qui lui fait même utilise l'autotune comme un malade et fait des sonorités qui sont pas exactement les mêmes que par exemple Kanye West ou autre, avec un truc qui reste très street aussi, qui est pas uniquement dans un truc qui est purement mélancolique ou autre, comme Kanye l'a fait quand il l'a introduit. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que dans le rap français, dans les années 2000, le rap hardcore a phagocyté le rap, quoi. C'était présent de ouf. Et ce qui était bien aussi avec l'autotune, comme on disait, c'est que ça a permis justement à des nouveaux univers. Moi, je pense par exemple à I.Am à l'époque, quand ils sont venus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis chercher l'inspiration aux États-Unis. Akhenaton, il est parti à New York, ils sont partis. Et donc, ils ont reproduit un petit peu ce qui se passait là-bas. Lunatic aussi, c'était du Mobb Deep quelque part, tu vois. Et avec l'autotune, c'est vrai que les premiers balbutiements, les premiers pas de Booba 09 qui a ouvert un petit peu la porte. Mais après, par la suite, c'est un outil qui a permis justement à en créer vraiment des univers. Par exemple, on parle de L'Homme Pâle. Peut-être Post Malone, mais il y a moins de références aux États-Unis et ça a permis quelque part de créer une liberté artistique pour les artistes ici en France. Non, je suis d'accord, il y a une identité à part entière qui s'est créée et je crois que l'exemple le plus flagrant là-dedans, c'est PNL. Il n'y a pas de correspondant PNL ailleurs, c'est un truc où ils ont... PNL ne peut se comprendre que dans un contexte, ne peut pas se comprendre, parce que je crois que n'importe qui peut le comprendre, mais ne peut exister que dans un contexte où on leur donne cette liberté-là, mais ils peuvent aller chercher leur spleen dans quelque chose qui est local, quoi. C'est pas du tout copié sur un truc américain, c'est du cloud rap français, c'est pas du tout lié à ce qui se passe aux États-Unis. Je trouve que l'exemple de Future est... En fait, il appartient à cette trinité, quoi. Il y a Lil Wayne, Kanye West, et puis Future, lui, ce qu'il vient faire derrière, c'est vraiment... En fait, transformer ça en instrument, quoi. C'est lui qui va prendre le truc au maximum de l'instrument et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Hendrix et qu'il a vraiment ce truc et que ses derniers albums sont ça. Ça devient un instrument comme une guitare électrique. Et je trouve que le parallèle avec la guitare électrique est vachement intéressant aussi parce que il remet en perspective tous ces débats qu'on a maintenant parce que ça fait 10 ans qu'on se tape des gens qui disent moi, ces voix, je comprends pas pourquoi ils sont dans ce délire-là et tout. Je pense vraiment que si on retourne dans les années 70, il y a eu la même chose avec l'introduction de la guitare électrique contre la guitare classique. Il y a une interview incroyable ça n'a rien à voir, mais c'est Edward Norton qui parle de ça et qui dit tu avais Bob Dylan à l'époque qui était la grande star qui faisait du classique, qui était avec guitare classique. Le jour où il a pris une guitare électrique sur scène, tout le monde était en mode mais qu'est-ce qu'il fait, c'était vraiment une insulte au classicisme, mais on a besoin de ces gars qui vont venir tout péter. Et maintenant, qui dirait que la guitare électrique, c'est pas de la musique, quoi. Et c'est rigolo, je me demande à quel point c'est une sorte de réticence au changement qui est très fort dans le monde de la musique. Est-ce que, par exemple, la première fois qu'il y a eu des effets spéciaux au cinéma, est-ce que les gens étaient en mode « ouais, c'est n'importe quoi » ou quoi ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose... Je pense qu'on vit quand même dans une époque, peut-être encore plus avant que maintenant, où il y a toujours une ode au progrès, finalement, notamment au progrès technologique. Et à quel point est-ce que... il y a des réticences malgré tout et qu'il y a, je ne sais pas si c'est une niche ou si c'est majoritaire, mais des gens qui essaient justement de protéger ce qui est ancien et ce qui ne contient pas ce type d'outils. Et est-ce qu'au cinéma, par exemple, ça a été bien pris ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a même, par exemple, je pense aux films d'auteur ou quoi, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre des effets quand même, ils seraient bien utilisés ? C'est intéressant aussi. Juste peut-être sur revenir, le truc du cinéma, je suis complètement d'accord avec ce parallèle-là, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans une position où ils ne sont pas capables de voir la beauté artistique d'images de synthèse et comment ça intègre les choses. Enfin, 300, moi j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est beau, c'est poétique, quoi, 300, mais c'est de l'esthétique artificielle et d'images de synthèse. Et alors il y a un petit truc intéressant là-dedans, pour revenir dans ces personnes qui prennent une posture par rapport aux nouvelles choses et aux anciennes choses. Un des directeurs, là on part dans le cinéma, mais un des directeurs cinématographiques qui utilise le plus les effets spéciaux, c'est David Fincher. Et David Fincher, ses derniers films, c'est Benjamin Button, c'est Fight Club, etc. Et il a fait la fille avec le tatouage, là, etc. Et en fait, lui, son principe, c'est d'utiliser les effets spéciaux de sorte à ce que tu ne les vois pas. Tu les remarques pas, mais tout est fait comme ça. Dans Social Network,
C'est un film bourré d'effets spéciaux. Mais le principe, c'est que tu le vois pas. Et je crois qu'il y a une partie du rap maintenant, une fois qu'on maîtrise un peu la technologie, dans justement l'autotune et tout, qui est que tu ressentes les émotions sans penser à ce truc-là. D'ailleurs, quand l'autotune a été inventé, j'ai oublié le nom de celui qui l'a inventé, mais qu'importe, je crois que c'est fin des années 80 ou début des années 90. Là, le but, c'était vraiment justement d'avoir un outil qui ne se voyait pas et où il y avait une sorte d'invisibilité par rapport à son utilisation et qui donnait juste une voix qui était plus harmonieuse et qui gommait les défauts. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment poussé le truc tellement ils poussaient cet outil-là à travers les softwares d'enregistrement, que justement on l'entendait à fond, etc. Et ils ont poussé le truc à fond avec maintenant des choses comme Future fait où on l'entend clairement. On peut clairement pas se dire est-ce qu'il fait de l'autotune ou pas. Et c'est intéressant par rapport à ce parallèle-là, justement, où il y a des gens qui utilisent les effets spéciaux en sachant très bien que les gens vont savoir qu'il y en a, et d'autres qui l'utilisent de manière beaucoup plus masquée et beaucoup plus discrète. Ça, ce qui est cool, c'est que voilà, on a testé des expériences. Justement, au début, c'était pour masquer, et puis on a tenté des expériences. Mais en ce qui concerne la réticence des gens, moi, ça me rappelle Idriss Eberkan qui disait quand une révolution existe, d'abord elle est ridicule, l'idée que l'on propose en tant que révolution, puis elle devient dangereuse et puis elle devient évidente. Avec l'autotune, c'est un petit peu ça aussi. Ouais, mais je suis assez d'accord. En fait, je pense vraiment que cette résistance au changement, elle est inhérente. En fait, c'est très humain, je pense. Finalement, il y a plein de gens qui sont réticents à un changement de système ou un changement de paradigme. Ici, on a un paradigme qui s'est installé petit à petit. Et je pense que ça n'exclut pas quoi que ce soit. Ça n'exclut pas quelqu'un qui se dit « Moi, je continue à faire du rap sans autotune. » Il y en a qui cartonnent. Et que moi, on peut parler d'Alpha One. On peut parler de plein d'autres artistes qui n'utilisent pas du tout ça. Et je trouve que c'est juste finalement étendre son rayon d'action possible. Moi, ce qui me tue aussi, c'est que quand je discute des fois avec des gens qui sont réticents par rapport aux nouvelles technologies ou au nouveau rap qui se fait, on me dit toujours « Mais ça, c'est rien comparé au micro d'argent, à l'école du micro d'argent d'IAM. » Mais je lui dis, mais gros, parle-moi du nouvel album d'IAM où il n'y a pas d'autotune ou autre. J'ai l'impression ils parlent d'un moment de leur vie. C'est nostalgique, quoi. Voilà, c'est tout. Alors que du rap à l'ancienne se fait encore aujourd'hui par différents artistes. Et je suis toujours étonné qu'on se focalise justement sur le passé au lieu de se dire, bah voilà, il y a d'autres artistes qui font pas de l'autotune, qui font du rap à l'ancienne, qui existent aujourd'hui et qu'il faut les suivre encore aujourd'hui, quoi. Alors, en fait, moi j'ai l'impression que ce combat-là, entre nouveau et ancien, il est nécessaire parce qu'il faut qu'on garde les bases. C'est ça la culture. La culture, c'est il y a une structure et puis après cette structure-là, à un moment donné, elle devient un peu désuète parce qu'elle est trop figée dans le temps et elle répond plus exactement à ce qu'il faut. Et les nouveaux, c'est déjà des gars qui vont venir dire cette structure-là, peut-être il faut casser un peu ce truc-là, réajuster. Et ça, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été le cas. Donc en fait, moi, ça me rassure. Tant mieux qu'il y ait des gars qui viennent pour se plaindre de l'utilisation de ça, pour remettre en question ça, et d'autres qui sont en mode non, on va le faire de toute façon, parce que c'est vrai que on n'a pas attendu. Après, c'était plus des exceptions et eux étaient plus exceptionnels, mais on n'a pas attendu l'autotune pour qu'il y ait du chant dans le rap. C'est-à-dire qu'avant, dans les années 90, il y avait des incroyables Lauryn Hill, Wyclef Jean, André 3000. Il y en avait 4, quoi. Il y avait Mos Def, et c'est très bien. Donc, c'est pas simplement l'entrée du chant, c'est l'entrée de possible. Et je pense qu'il y a un truc intéressant, qui est que dans le cas de l'autotune et du vocodeur, ça a été beaucoup méprisé et dénigré. C'est-à-dire qu'on dénigre pas Wyclef Jean quand il vient faire un solo de guitare et qu'il rappe dessus, on le fait pas, on l'a jamais fait. On dénigre pas Mos Def. Mais l'autotune, ça a été pris pour un truc de minable, quoi, tu vois. Et pour moi, le moment où il y a vraiment une démonstration qui dit, en fait, arrêtez vos conneries, et l'autotune, c'est un instrument qu'on peut utiliser, un peu, pour moi, c'est pas aussi incroyable, mais le clivant de Bob Dylan qui fait la guitare classique et qui passe à la guitare électrique, c'est le featuring The Weeknd, Kendrick Lamar, Sidewalk sur Starboy, où The Weeknd chante avec du vocodeur et de l'autotune, quoi, tu vois. Et là, t'es en mode, mec, s'il y a un gars qui sait chanter sur Terre, c'est The Weeknd, il n'a pas besoin de ça, mais il va ajouter ce grain-là sur sa voix, parce qu'on peut discuter, tu vois, Kanye West, il le dit lui-même, c'est parce qu'il ne sait pas chanter qu'il utilise ça, et ça amplifie son désarroi et tout, très bien. Mais si un The Weeknd, à un moment donné, The Weeknd, allez, le plus proche de The Weeknd, c'est Michael Jackson, donc tu peux faire peur à tous ces gens-là en disant, imagine que Michael Jackson, aujourd'hui, peut-être il aurait pris de l'autotune pour
pour aller dans cette exploration-là, quoi. Et je pense qu'il y a un truc qui est peut-être propre à la musique, et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une résistance au changement qui est peut-être plus grande que dans le cinéma, c'est qu'il y a un côté performance aussi. Le fait de corriger quelqu'un par rapport à quelque chose, ça retire peut-être au niveau de sa performance, et on a envie que ce soit un artiste qui soit doué et qui ait une sorte de don. Par exemple, pour chanter, on n'a pas envie que quelqu'un chante alors qu'il ne sait pas chanter. C'est comme du dopage en sport. Voilà, j'allais donner exactement le même exemple. Non, mais c'est très bien. C'est vraiment comme, voilà, c'est comme le dopage en sport. Et je pense qu'en réalisateur, lui, contrairement par exemple à un acteur, pour rester dans le monde du cinéma, il n'a pas ce besoin de performance et de performer, que ce soit en live ou pas d'ailleurs. Lui, il est là justement pour que le film soit agréable à regarder pour tout le monde et qu'on ait une espèce d'effet pour que l'acteur joue mieux ou des trucs comme ça passerait à mon avis moins dans le monde du cinéma qu'un réalisateur qui décide d'amener des effets pour que ce soit plus réaliste ou que ce soit fou ou que ce soit extravagant. Pour rejoindre un peu ton exemple, dans le R&B français, bon, l'autotune a tué quelque part un peu le R&B français, mais je pense à Monsieur Nov par exemple, qui a une voix incroyable. Et dans les projets qui ont suivi après ces morceaux très soul, R&B et autres, il a rajouté de l'autotune volontairement, où il s'est dit, voilà, moi j'aime la texture, j'aime cette manière-là, mais c'est vrai que ça a tué un peu le R&B français, où on n'a plus besoin de chanteuses pour faire un refrain et autres. Et un autre point, moi j'ai l'impression que, un peu négatif quelque part, c'est que l'autotune peut, en tout cas de l'expérience que j'ai des concerts et tout ça, peut abîmer l'expérience du concert. C'est qu'il y a plein d'artistes avec de l'autotune en concert, c'est tout à fait. C'est pas ouf ça. Je pense que c'est ça le défi du rap maintenant. Et on aurait même pu en faire une question en tant que telle. C'est le défi du live par rapport à ces technologies-là. Il y a des gars qui vont complètement... Je crois qu'on est au balbutiement de ça. On ne sait pas encore où ça va aller. Moi, je vois un avenir potentiel. Il faut réussir le challenge. Mais tu vois, si tu regardes encore d'autres styles, mais la musique électronique, à la base... Tu peux te dire que la musique électronique en live, c'est quoi la performance ? Ouais, c'est vrai. Mais ce qui se passe quand tu vas à un bon concert électro, c'est un spectacle son et lumière. Et le spectacle son et lumière, t'en prends plein la gueule. Et limite, parfois, un concert rap à l'ancienne avec juste du kickage, j'ai été voir Wu-Tang en live à l'Olympia, t'es là, ouais, en fait, c'est moins excitant ça que toutes les lumières que je me suis tapé à Tomorrowland. Enfin, tu vois, il y a ce contexte. Et donc là, je crois que les rappeurs qui n'ont plus la capacité de performance live parce qu'elle est un peu altérée par ce problème-là, doivent aller puiser ailleurs. Et je pense qu'il y en a plein qui le font. Et je pense vraiment, je suis super content, j'ai pris ma place pour cet été, mais je crois que PNL, dans l'expérience que moi j'en ai lue, ils ont pris ce challenge à bras-le-corps, quoi. Et c'est une expérience son et lumière, quoi. Et d'ailleurs, ils ont eu un problème. Je ne sais pas si vous avez vu le moment où à Dour. L'effet, voilà, c'était à Dour, où l'effet s'est arrêté pendant le spectacle et ils se sont pris en bide pas possible parce que ça n'allait pas. Ouais. Et donc je pense qu'effectivement c'est un vrai challenge que doivent se mettre les artistes et que ça peut être... Et tant mieux qu'ils doivent un peu qu'on commence à penser le rap d'un point de vue scénographique, enfin, tu vois, qu'il y ait toute cette expérience live qui vienne comme ça s'est passé dans le monde de l'électro. Il y a les festivals électro cartonnent parce qu'il y a une vraie expérience en live. Je crois que le rap pour le moment cartonne aussi en live et c'est très bien, mais ces gars qui font moins de turn-up, par exemple, je pense à PNL, parce qu'il y a aussi cette expérience moins turn-up et plus, tu vois, émotion, il va falloir la compenser avec engager des VJ de ouf, penser au son et lumière, penser à la mise en scène, etc. Et tant mieux que... C'est intéressant ça. C'est intéressant le fait que justement l'autotune propose une autre expérience musicale aux auditeurs, mais de fait, il propose une autre expérience musicale sur scène aussi. Donc ça a influencé quelque part... Moi, je pense qu'ils étaient venus au Bloody. Je crois que PNL, sans cette compensation en live, tu te fais chier, quoi, tu vois. Alors qu'il y a quelque chose à faire. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont fait. Mais PNL, au début, je m'étais toujours dit, tiens, PNL, c'est le truc que tu écoutes dans ta chambre et tu planes tout seul, mais jamais tu l'as en live. Et des vidéos qu'on a vues de Bercy et tout, ça a l'air d'être la plus grande expérience possible imaginable. Ouais, et je crois que ce qui est ouf aussi, c'est qu'on a un public qui est chaud de dingue, que tout le monde connaît, etc. C'est comme, on était à Alpha One l'autre jour à la Madeleine à Bruxelles. Ce qui était ouf, non seulement il a fait une pure performance, mais ce qui était ouf, c'est que tout le public connaissait toutes les paroles de l'album UMLA. Et ça, c'était incroyable. Je crois que c'est ça qui joue aussi... C'est ça qui joue aussi dans PNL. Et
Et pour revenir à l'expérience live, etc., Lil Wayne, ça a été, je crois, le premier artiste qui utilisait l'autotune comme on l'utilise aujourd'hui, où directement le micro faisait les effets sur la voix. Parce qu'avant ça, c'était aussi une technique qui était utilisée a posteriori, et donc où l'artiste chantait d'abord sans autotune, et après ça corrigeait via cette technique. Et maintenant, on voit qu'on utilise ça à toutes les sauces. J'avoue que je reprends l'exemple de Future parce que c'est vraiment le roi aujourd'hui de cette technique, mais lui il l'utilise comme un maître, quoi. Comme Lil Wayne était un maître en son temps de l'autotune. Je crois qu'on peut aussi rajouter maintenant Travis Scott là-dedans, dans un autre délire, mais Ouais, les lives de Travis Scott sans autotune, c'est pas la même expérience, il n'y a pas la même mais c'est quasi du rock, quoi, tu vois, c'est la force de la guitare électrique du rock qui rentre là-dedans. Ouais. Ça a tué le R&B français. On a rencontré Dadju dernièrement et on discutait justement si la soul, le R&B français allait mourir. Lui, il a un autre avis. Il s'est dit qu'il peut avoir une renaissance avec des artistes comme Taiki, Nov, etc. Donc on peut l'écouter et on revient tout de suite. Le seul problème avec le R&B, c'est pas la qualité des sons, tu vois, parce qu'il y a des gros artistes R&B encore en activité. Le problème, c'est comment les gens vont consommer ce R&B-là et comment les gens vont le prendre. Je pense qu'il faut réapprendre aux gens à aimer le R&B doucement pour qu'ils puissent accepter. C'est comme pour l'afro, tu vois. C'est venu doucement. Ensuite, il y a eu un son. Ensuite, il y a eu Sapé comme jamais. Ensuite, il y a eu... qui fait que ton oreille, quand tu entends de l'afro, elle est habituée. Quand on fait un son avec Damso comme Rob, et quand les gens ils vont réentendre un son comme ça, leur oreille, elle est déjà habituée à ça. Parce qu'ils connaissent, ils ont déjà entendu des artistes qu'ils aiment bien chanter sur ça. Donc, ils vont dire, ah ouais, ça c'est pas mal. Ou je préférais l'autre. Mais leur oreille, elle sera plus affinée. Et pareil pour le son avec Taiki, ils ont entendu ça. C'est à force de... Quand les gros artistes vont mettre ça ce style de son en avant, peut-être dans 2 ans, on sera revenu au R&B et que les gens vont accepter le R&B, tu vois. Parce que la musique de ces chanteurs-là, elle est excellente. C'est juste l'acceptation, comment les gens le prennent, tu vois. Le fait que le R&B soit mort ou pas, je sais pas si je dirais que le R&B est mort. Je pense juste qu'il s'est un peu fait englober dans le phénomène rap. Et qu'effectivement, on l'appelle peut-être plus R&B, mais ce qu'on appelait du R&B avant, on le retrouve à certains moments dans le rap. Et je crois que ce qui a beaucoup changé, notamment avec l'autotune, c'est que le chant dans le rap, il y en a toujours eu. On écoute Biggie ou autre, il y a toujours eu des refrains chantés qui n'étaient pas toujours... Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est chanté par les rappeurs, ou pas, et qu'il y a aussi carrément des couplets qui sont chantés. Et c'est ça qui a changé et qui se rapproche peut-être du R&B. Mais dire que le R&B est mort, en tout cas le contenu artistique de ce qu'était le R&B, je ne pense pas qu'il soit mort. Mais c'est juste qu'effectivement la mouvance qu'on appelait R&B, elle a été vraiment englobée par le rap, je pense. Mais en tout cas, aucun artiste R&B, si j'en ai le souvenir, français, n'a pas su transformer le tir. Je pense à Tragédie, je pense à Matt Huston, Matt Pokora maintenant qui fait des reprises de Claude François, RIP à lui, aux deux, à François et à Matt. Et donc ça a tué des emplois. Ça en a créé d'autres, mais ça a tué des emplois. Alors, je pense que c'est intéressant le côté, est-ce que la transformation, on a perdu tout le monde à la transformation parce que c'était plus chaud? Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, pour donner des exemples concrets, moi je suis d'accord avec l'idée que ça a été englobé et c'est peut-être au détriment du label, mais moi je répète, Hamza, en réalité, c'est du R&B. On l'appelle rappeur, mais je pense que même lui, il s'affilie plus au R&B qu'au rap. Tout à fait d'accord. Et donc je pense que c'est ça qui s'est passé surtout, c'est qu'on a maintenant mis dans la case street, urbain, tout un tas de gens, et il y en a plein d'autres que si on était dans... Parce que maintenant, R. Kelly, je crois que si R. Kelly revenait, on l'appellerait rappeur et on l'appellerait pas R&B, parce qu'il y a plein de sons de R. Kelly de l'époque que en fait c'est presque du rap, ou c'est plus de rap même que certains rappeurs maintenant font. Ouais, c'est ça que je dis, dans le sens où on l'appelle plus R&B, mais le R&B, il existe toujours, à travers par exemple des artistes comme Hamza. Et vous avez l'impression que si R. Kelly revient aujourd'hui, il toucherait encore les jeunes? Tu veux question dire à double sens. Je ne réponds à aucune des deux.
Par contre, je pense que, parce que là, on parle des deux options. Ce qui est incroyable et ce qui rejoint ce que tu disais toi, c'est que maintenant, on a des artistes fluides dans les deux camps, quoi. Tory Lanez, moi, mais je suis tous les jours heureux qu'il y ait des artistes comme Tory Lanez qui existent. C'est des gars qui te tuent un kickage incroyable, sans besoin d'autotune ou de rien du tout, et puis qui vont chanter comme des malades et qui vont transiter sans aucun problème. Donc fatalement, ces gars-là, s'ils doivent écrire un son, mais ils peuvent tellement aller plus loin d'un point de vue construction, exploration, etc., que quelqu'un qui est ou bien un chanteur ou bien un rappeur. Et des gars comme pour moi, Tory Lanez, Jidenna, et je crois que Drake aussi, c'est ce qu'il fait, tu vois, dans son exploration. Il peut se permettre, il y a plein de sons, il va commencer à rapper, puis chanter, puis il revient et tout. Et je pense que ça, c'est une richesse. Et c'est, pour revenir même à la question de base, pour moi, ça peut-être pas, ça dépend ce qu'on appelle sauver, mais ça a donné 30 ans de plus au rap, quoi. Ça, ce mix-là, peut-être au détriment du R&B, peut-être qu'on pourrait transformer la question en disant est-ce que le vocodeur a tué le R&B ? Et c'est peut-être de ça qu'on parle, mais je crois que ça a donné 30 ans de plus au rap. Ouais, et je crois que ce type de technologie, ça permet aussi de mettre en avant des polyvalences d'artistes. Avant, peut-être que dans le rap vraiment à l'ancienne, un artiste qui savait chanter, imaginons un rappeur qui savait chanter, mais peut-être qu'il n'aurait jamais osé chanter sur un de ses sons parce que ça ne le faisait pas, parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et aujourd'hui, on voit, je reviens sur le cas L'Homme Pâle, mais c'est un gars qui ne rappe presque plus, mais qui continue quand même de faire quelques sons rap et qui après ose tout à fait chanter sur d'autres morceaux, avec ou sans autotune. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui n'aurait pas été accepté par la communauté rap avant. Je te respecte parce que tu n'étais pas d'accord au début et à la fin, tu es d'accord avec nous. Avec Ness en tout cas. Je crois qu'on était d'accord dès le début. Je crois que c'est aussi parce qu'on n'avait pas envie d'être d'accord au début. Il faut être manichéen un peu et pas être d'accord. Et puis, on se rejoint un petit peu tous. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis aussi sur cette question. Moi, j'aimerais qu'on passe au punchline sur cette thématique. Qui voudrait commencer ? Alors moi, j'en ai deux. Parce que je dois admettre que pour le moment, j'écoute que Dinos. Il est en train de me matrixer, donc j'écoute le nouveau, l'ancien et tout. Et donc il y a une punchline que je trouve incroyable, qui est valable pour tellement de choses, mais en particulier pour cette discussion-ci. C'est les gros disques que j'ai changés, bien sûr que j'ai changé. Ça, c'est la première, que je trouve en fait incroyable en tant que telle, parce qu'elle répond à tellement de choses de la vie. Et la deuxième, qui est plus mystique et que je ne m'explique pas encore tous les jours, c'est bouteille vide, bouteille pleine, tout est jadid, Wu-Tang Clan. Elle est pas mal. Pas mal. Mais moi, j'ai une seule punch, elle est de Booba, et elle représente bien, je trouve, ce dont on a parlé aujourd'hui, où il dit « Depuis 09, il critiquait, mais ont tous saigné l'autotune ». Et je suis le premier, enfin moi je ne rappe pas, mais je suis le premier à dire que je critiquais à fond quand j'ai entendu son premier son avec plein d'autotune, c'est Tomber pour elle. Je me suis dit, waouh, c'est bidon de ouf. Et finalement, maintenant, je trouve que ça passe. Et surtout, je suis content que l'autotune soit apparu comme ça. Et moi, c'est la dernière de Damso sur son morceau Autotune, où il dit « Et si je lui disais tout ce que je ressens sur l'instrumental, avec de l'autotune, ça passerait peut-être mieux ». Et je pense que ça rejoint un petit peu le côté où aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une meuf qui va faire le refrain, qui va illustrer un petit peu le côté sentimental du morceau. On peut le faire nous-mêmes grâce à l'autotune. Merci beaucoup en tout cas encore Merci pour votre beaucoup. contribution. Merci à toi. On se voit à la prochaine. Incroyable. Y'a pas de racisme dans la vente de drogue. On te donne la dope, y'en clean. Tu m'as pris le frigo, y'en